Vendredi 19 janvier 2023, Cédric Doumbé contre Baki, c'est officiel. Les dernières nouvelles de l'UFC 297, beaucoup d'annonces au PFL, on parlera aussi de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et ça y est, c'est officiel, Cédric Doumbé et Bayisangour Shamsudinov, plus connus sous le nom de Baki, vont s'affronter à Paris le 7 mars prochain. Alors franchement, quelle opportunité pour Baki. Alors beaucoup attendaient, et moi y compris, un gros nom pour affronter Doumbé. Alors je veux rien enlever à Baki, mais on attendait un gros nom à l'international. On parlait de Pétis, on parlait d'énormément de monde. Finalement, c'est Baki qui a ce combat. Bah écoutez, il a raison d'accepter. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui trouvent que c'est peut-être un peu trop vite, un peu trop tôt. On en reparlera dans la minute auditeur. Moi, je pense qu'il a raison. Le PFL mise à fond sur Doumbé, hein, il faut le savoir. Pour Baki, avoir son nom à côté de celui de Doumbé, c'est énorme. Je vous passe des photos là, tous les sites américains, alors ils nous annoncent le combat, mais tous insistent sur le retour de Cédric Doumbé. Tout le monde se rappelle de la foule à Paris qui avait été énorme. J'espère que ce sera pareil cette fois-ci. Et franchement, ça va être un beau combat. C'est risqué pour Cédric Doumbé, hein, parce que Baki, beaucoup disent que s'il amène Doumbé au sol, c'est terminé. On aura peut-être des réponses dans ce combat-là. Mais maintenant, voilà, moi j'y vais avec Baki dans le sens où il a eu raison d'accepter ce combat. Peut-être qu'il va se faire prendre un KO très rapidement, comme ça avait été le cas pour Zebo, malheureusement. Je lui souhaite pas. Si j'avais un pari à faire, je sais pas du tout vers qui j'irais. C'est vrai que Doumbé a l'expérience, Doumbé a la force de frappe. Baki peut le gêner, hein, le coller à la cage, le mettre au sol, aller tester un peu sa force au corps à corps, j'ai envie de dire, mais ça on aura le temps d'en reparler beaucoup d'ici là, il va y avoir beaucoup d'interviews. Je fais entièrement confiance à Cédric Doumbé pour vendre ce combat, mais encore, félicitations à Baki et à sa team, je pense que c'est un move qui reste quand même très intelligent de sa part pour sa notoriété. Je rappelle que c'est seulement son premier combat au PFL, hein, il sort du Ares, le grand public ne connaît pas du tout Baki, et là c'est le moment pour lui de se faire un nom. On avait le CEO du PFL qui était invité chez Ariel Helwani, et alors lui clairement, il se positionne à l'inverse de Dana White, ça devient de plus en plus flagrant, pardon. Par exemple, hein, il explique que suite à l'annonce de leur super carte dont j'ai parlé hier, vous savez, hein, les champions du PFL contre les champions du Bellator, il a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre ce que voulaient vraiment les fans, et d'ailleurs, hein, Helwani lui fait remarquer, la nouvelle, elle a vraiment enthousiasmé tout le monde. Tous les fans de MMA sont très contents de voir cette carte-là, qui va être vraiment magnifique. Et cette carte, justement, ce sera la plus chère de l'histoire du Bellator et du PFL. C'est ce qui explique qu'elle sera en pay-per-view. Alors nous, en France, normalement, on est sauvés, c'est diffusé sur RMC. Mais par exemple, en Amérique du Nord, ils vont avoir le droit à leur pay-per-view. Certains sont déçus de ne pas voir Cyborg contre Kayla Harrison sur cette carte. Mais voilà, il faut savoir que le combat va se faire très certainement cet été. Possiblement avec Francis Ngannou en main event, mais Kayla Harrison actuellement est blessée et donc ça rendait le combat complètement impossible. On a Pachimix aussi qui ne sera pas sur la carte, mais c'est parce que lui, il n'y avait personne à mettre en face, ça va demander un peu plus de temps pour lui trouver un adversaire. Il a aussi confirmé, hein, le CEO, que cette carte reviendra tous les ans avec le champion de la saison régulière. Alors vous savez, le PFL, comment ça marche? C'est une sorte de tournoi, ce qu'ils appellent une saison avec des playoffs, mais il y aura aussi à côté des combats réguliers et il y aura un champion régulier du PFL. Donc tous les ans, il y aura un combat entre le champion de la saison régulière et le champion du PFL, on va appeler ça comme ça, hein, je sais pas trop comment ils vont définir la chose. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un beau produit à vendre au PFL, mais il faut que tout le monde comprenne bien les enjeux et ça va falloir le marteler, parce que même moi qui suis assez régulièrement, j'ai encore du mal vraiment à voir où ils veulent en venir. Alors j'ai compris, hein, il y aura une partie du PFL, ce sera comme à l'UFC, peut-être avec un ranking, etc. Puis il y aura une partie, ce sera la saison régulière, mais ça va bien falloir le marteler aux gens pour être sûr que la mayonnaise prenne bien comme on dit. Sur cette carte, les combats vont être en 3 rounds de 5 minutes, pardon. Pourtant, c'est des combats de championnat du monde. Mais il a dit là, tout de suite, on a prévenu les combattants assez tard. Et du coup, ils n'avaient pas forcément le temps de se préparer pour 5 rounds. Et puis il dit, ouais, t'as vu le nombre de combats qu'il y a pour une ceinture? Si on fait que des combats en 25 minutes, ça peut être très très long pour les téléspectateurs. Donc voilà, il faut que la soirée soit rythmée. Je lui donne pas forcément tort là-dessus. Et puis les coups de coude vont être autorisés. On le sait, pendant la saison régulière, il n'y a pas de coups de coude. Parce qu'il dit, ça fait trop de dégâts. Un mec qui se prend une série de coups de coude dans un combat, même s'il gagne et qu'il a des ouvertures, il pourra peut-être pas recombattre 3 mois après. Donc pas de coups de coude pendant la saison régulière, mais des coups de coude pendant la finale. Et d'après lui, hein, si la carte de l'UFC en Arabie Saoudite a été repoussée, ce n'est pas pour rien. Et le super event qu'il organise prochainement là-bas a dû faire son effet. C'est fort possible, c'est fort possible. Il y a aussi eu des annonces pour le PFL Europe. Alors vous le savez, c'était en fin d'année, il y a eu un événement à Dublin et les premiers champions européens avaient été couronnés. Et bah là, le PFL revient.
En 2024, il va y avoir 4 événements dans 4 villes européennes différentes, 4 tournois dans 4 catégories différentes, au total 32 combattants, donc à la fin forcément il y aura le champion européen qui sera désigné, 100 000 € par combattant, par vainqueur, excusez-moi, et logiquement, si j'avais bien compris, mais encore une fois ça c'est à préciser, le champion européen pourra intégrer la saison l'année prochaine, la saison internationale j'ai envie de dire. Donc voilà, le PFL, je confirme, il y a quelque chose à faire, il y a de l'idée. Le CEO, alors il en fait peut-être des tonnes hein, quand il dit oui, je passe beaucoup de temps sur les réseaux pour savoir ce que veulent les fans. Il se met en opposition complète avec Dana White, avec qui on reproche très régulièrement d'en avoir un peu rien à foutre et de juste vouloir nous vendre son produit. Maintenant voilà, il y a quelque chose à faire, faut que les choses soient bien claires. Hein. Il a dit il y aura 2 cartes par an, ce sera la carte des superstars avec Francis Ngannou, Jake Paul, Chris Cyborg, etc. Il y a les événements européens, je crois qu'il va y avoir des événements aussi en Afrique ou au Moyen-Orient, plus les événements américains. Donc il faut que tout ça soit bien clair, qu'on comprenne bien ce qu'on regarde, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Un dernier mot de l'UFC 297, hier avait lieu la conférence de presse hein, avec les grosses affiches, ils étaient là les uns en face des autres, la foule était en délire au Canada, c'est vraiment un truc de dingue. Magnifique foule, elle a ovationné Sean Strickland. Hein. Sean Strickland d'ailleurs qui avait critiqué le Canada au début, il a dit ouais j'ai pas envie d'aller combattre là-bas, le Canada il n'y a aucune liberté, etc., etc. Mais lui il dit non, moi je suis là pour défendre le peuple, je suis là pour défendre vos droits, donc les Canadiens lui ont très bien rendu, et il portait un magnifique t-shirt du Canada d'ailleurs, et on leur pose la question, on leur dit oui est-ce que si vous gagnez ce week-end vous allez essayer de monter pour aller challenger Alex Pereira, et Dricus du Plessis qui dit oui moi je vais y aller, et Sean Strickland qui dit ouais t'inquiète pas, une fois que je l'aurai détruit ce sera au tour de Pereira de le détruire. C'était assez drôle, on n'a pas appris grand chose lors de cette conférence de presse. Hein. On a Mike Malott aussi, le combattant local qui a eu le droit à sa standing ovation. C'était plutôt bon pour lui. Et puis il y a eu un autre moment assez drôle, c'est que Strickland s'est levé et puis il dit ouais on va y aller jusqu'à la mort, allez viens Dricus, on fait un pacte tous les deux samedi soir, c'est jusqu'à la mort. Bon franchement c'était plutôt assez drôle, on n'a pas appris grand chose, c'était plutôt pour le show et les fans qui étaient en feu. On passe maintenant à l'UFC Mexico City et les 2 dernières fois où Brandon Moreno a combattu au Mexique, il n'a malheureusement pas réussi à s'imposer. Cette fois, il espère forcément que ce sera différent. Hein. Il est d'ailleurs actuellement à Dallas pour son camp d'entraînement et ne devrait pas tarder à se rendre à Mexico City pour s'acclimater à l'altitude, je le rappelle. Amir Albazi était un adversaire qu'il n'avait jamais affronté et ça lui plaisait, mais comme vous le savez, Albazi étant blessé, ce sera donc un rematch contre Brandon Royval. Mais ça n'a pas l'air de forcément le gêner. Il est aussi bien conscient que le Royval qu'il va affronter cette fois-ci est un combattant totalement différent du Royval qu'il a affronté à l'époque, mais il affirme que lui aussi a beaucoup progressé depuis, excusez-moi, et bien sûr il imagine qu'une victoire, surtout si elle est impressionnante, pourra lui donner de nouveau une chance au titre. C'est pas forcément faux, Brandon Moreno de toute façon il est toujours tout près de la conversation. Je rappelle qu'il a perdu son titre contre Pantora la dernière fois, donc là forcément une grosse performance et tout de suite on va entendre parler de lui pour la ceinture. Brandon Royval, lui, de son côté, depuis son dernier combat qui avait lieu au mois de décembre, hein, je le rappelle, donc ça vient assez vite pour lui, il a déclaré qu'il s'entraînait mais tranquillement, par plaisir. Hein. Il explique que parfois, lorsqu'on est encore en entraînement, on oublie le plaisir tellement on est concentré sur l'objectif final. D'ailleurs, concernant son dernier combat, il a quelques regrets, hein. Notamment il pense ne pas avoir pris assez de risques. On lui a proposé d'être le 3e homme dans le combat Moreno-Albazi et dès le lendemain on l'appelait parce qu'Albazi était blessé. Donc bon je pense que l'UFC a dû sentir le vent tourner, se dire bon on va essayer de trouver un 3e mec et puis boum l'officialisation est tombée puis c'est lui qui a eu le combat. Alors bien sûr hein, il le concède, l'opportunité est très belle, c'est un adversaire qu'il voulait affronter. Il y a déjà quelques mois il avait commencé à préparer un game plan dans cette optique là. Et l'altitude ne devrait pas être un problème pour lui puisqu'il vit à Denver en altitude et qu'il a la possibilité d'aller s'entraîner dans une salle qui est encore plus haute que Mexico City. Donc écoutez, tant mieux pour lui, parce que prendre le combat... Alors c'est ce que dit le journaliste, c'est pas vraiment un short notice, il a encore plus d'1 mois, hein, je crois, pour s'y faire. Mais voilà, il a pas encore d'entraînement complet, il a un demi-camp, mais vu qu'il vit déjà en altitude, déjà c'est un problème de moins pour lui. Sur cette même carte à Mexico City, Yair Rodriguez et Brian Ortega vont s'affronter pour la 2e fois. Le premier combat s'était arrêté suite à la blessure d'Ortega dès le premier round, c'est en juillet 2022, et depuis on ne l'a pas revu dans l'octogone. Rodriguez, lui par contre, a combattu 2 fois depuis. Son dernier combat c'était face à Volkanovski pour la ceinture et il s'était incliné par KO à la 3e reprise. Concernant leur premier affrontement, Rodriguez il est plutôt clair, l'épaule d'Ortega ne s'est pas déboîtée par magie, il a fait ce qu'il fallait pour remporter ce combat, peu importe ce que veulent dire les uns et les autres. Et une nouvelle victoire en février prochain pourrait lui donner une chance à la ceinture et pourquoi pas sa revanche contre Volkanovski. Volkanovski justement qui insiste, il ne regrette pas d'avoir pris le short notice contre Makhachev, mais avoue que le timing était mauvais. Il est selon lui 99% du temps prêt à combattre, mais là il sortait d'une opération, il s'était un peu relâché, voilà, il buvait un petit peu, il se laissait aller au niveau de la nourriture, mais encore une fois, hein, c'est pas une excuse, il explique même qu'à ce moment-là, il se disait
que ça le faisait être quelqu'un d'encore plus dangereux, de ne pas avoir 5 rounds dans les jambes, il allait devoir finir le combat encore plus rapidement, il allait devoir être beaucoup plus agressif, lui qui d'habitude est plutôt stratégique. Hein. Mais voilà, il le dit, moi à ce moment-là, je me suis pas dit, ah, je suis pas au top, etc. Non, je me suis dit, j'ai pas 5 rounds dans les jambes, je vais y aller comme un fou, je vais essayer de le finir, et ça fait quelqu'un, ça me rend extrêmement dangereux. Concernant Ilyas Topuria, qui selon lui amènera une grosse menace en boxe anglaise, il estime que c'est le combat de retour parfait, puisqu'il est invaincu et a une forte hype autour de lui. Pour contrebalancer, hein, il n'a pas affronté le top de la catégorie, comme par exemple Holloway ou Rodriguez, il y a donc encore des questions sans réponse, c'est quelque chose sur lequel il insiste beaucoup, ça, Volkanovski. Hein. Et comme vous le savez, beaucoup de personnes estiment qu'il revient trop vite à la compétition, mais il explique avoir suivi le protocole et que 4 mois sont suffisants. Michael Bisping d'ailleurs, qui lui donne l'interview, lui donne entièrement raison, il lui dit oui, 4 mois c'est largement suffisant. Et de plus, hein, il se rend bien compte qu'il ne sera plus là dans 10 ans et veut profiter de son prime pour combattre le plus possible. On a Bisping qui lui demande ce qu'il pense de la catégorie des poids lourds, hein, puisque je le rappelle, avec la blessure de John Jones et la ceinture intérim d'Aspinall, c'est quand même assez particulier, et les deux sont d'accord, Aspinall doit combattre, il est lui aussi à son prime, il faut garder une fréquence de combat, et avec la ceinture, même si elle n'est qu'intérim, il va prendre beaucoup plus d'argent, des points pay-per-view, et c'est un père de famille, donc forcément, ça a son importance. Et on a Bisping qui nous apprend qu'à la base, Tom Aspinall voulait absolument attendre le vainqueur de Jones contre Miocic, mais là, il semblerait que les choses soient en train de tourner. Donc écoutez, pour Aspinall, j'ai fait un short cette semaine là-dessus, c'est vrai que la catégorie des poids lourds, c'est un gros bordel, qu'est-ce que ça va donner, on sait pas du tout. Mais moi, si j'avais un conseil à donner à Aspinall, j'en ai aucun à lui donner, mais c'est vrai que rester actif, combattre, ça peut lui faire du bien, parce que s'il attend le vainqueur de Jones contre Miocic, possiblement il combat pas avant 2025, et bon, je pense que à son âge, là où il en est dans sa carrière, c'est quand même le moment de combattre, de faire de l'argent, et puis d'écrire sa légende. On va passer à un peu d'actualité en vrac, et on commence avec John Jones. On a un internaute qui lui demande s'il comptait revenir à l'UFC 300, et il dit que le combat lui a été proposé, mais que l'UFC en lui proposant savait très bien qu'il serait pas prêt, donc il dit forcément j'ai décliné suite à sa blessure. On a Dana White aussi qui explique que Ronda Rousey ne reviendra pas, GSP non plus, Brock Lesnar non plus, tout ça ne sont pas du tout des choses qui a été prévues pour l'UFC 300 à aucun moment. Il explique aussi, toujours Dana White, que la carte du mois de juin, vous savez, la carte en Arabie Saoudite, elle devait avoir lieu là au mois de mars, si je dis pas de bêtises, elle est décalée au mois de juin, alors on disait oui, ça va être un pay-per-view, il y aura un Makhachev sur la carte. Non, non, Dana White, il le dit, ça sera pas un pay-per-view, il y aura pas de combat pour le titre, ça restera une fight night. Et puis on a un Saoudien, je crois que c'est celui qui est responsable du sport ou des loisirs en Arabie Saoudite, hein, ils disent General Authority pour l'entertainment, donc pour les loisirs, pour le spectacle, qui explique qu'il avait quand même demandé à l'UFC si c'était possible d'avoir Conor McGregor sur une carte dans un délai assez court. Alors je sais pas ce que lui a dit l'UFC, mais personnellement, moi j'y crois pas trop. Je suis retombé sur cette photo qui a été partagée par ESPN de Dricus du Plessis à l'âge de 18 ans qui sortait d'un championnat de kickboxing. On a Michael Chiesa qui fait référence à Sean Strickland au Canada et qui dit oui, je verrais bien Sean Strickland comme Premier ministre du Canada. Parce que Sean Strickland, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui explique qu'il n'y a pas assez de liberté au Canada, etc., qui s'est fait ovationner par la foule. Donc ça m'a fait plutôt rire. On a Sergei Pavlovich qui se plonge dans un bain glacé en Russie. Alors je sais pas si c'est vrai. Il disait que c'était son baptême. J'y crois pas trop, je crois que c'est plutôt une blague. Mais bon, tu vois les mecs qui sont en combinaison autour de lui et lui en caleçon dans l'eau gelée, ça doit être quelque chose. On a Conor McGregor qui est plutôt excité pour le main event de ce week-end. Hein. Il dit un sacré main event, c'est les États-Unis contre l'Afrique du Sud pour le combat des poids moyens. C'est une ceinture qui a toujours été beaucoup convoitée. Là, on va avoir beaucoup de cartes de folie. Et puis moi, je fais mon retour cet été. Donc écoutez, Conor McGregor sera devant sa télé ce week-end. Et puis on finit avec Tom Aspinall parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Pereira voudrait monter chez les poids lourds maintenant. Et Tom Aspinall qui dit s'il veut combattre à l'UFC 300, on va le faire. Mais moi, écoutez bien ce que je vais dire, je suis pas un harceleur, je suis pas un mec qui frappe les mecs plus petits que moi, mais s'il veut monter, c'est lui qui monte, et dans ce cas-là, je veux bien l'affronter. Donc écoutez, moi, c'est pas le combat que j'aurais le plus envie de voir, Pereira contre Aspinall. Maintenant, Aspinall, il est tellement dans une situation particulière, Cyril Gane, ça a pas l'air de se faire, je sais pas qui pourrait affronter prochainement. Pereira déjà monté, je pense pas qu'il mérite. Alors Pereira, sinon ça va être le mec à l'UFC qui sera monté le plus rapidement de catégorie en catégorie pour chasser les ceintures. Mais là actuellement il vient seulement de prendre la ceinture, je pense qu'il faut au moins la défendre quelques fois avant de pouvoir espérer monter. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Là un petit rappel, je le fais jamais d'habitude, mais pensez les gars, si vous pouvez à vous abonner, à liker la vidéo, etc. Vous ça vous coûte 0, moi ça me soutient. Et écoutez, on peut maintenant passer à la minute auditeur.
Minute auditeur que je commence avec Adrien8353 qui me dit pour Strickland contre Duplessis, perso je trouve qu'il y a une très grande majorité de personnes qui sous-estiment l'américain. Regardez un peu ses 3 derniers combats contre Magomedov, Imavov et la masterclass qu'il nous sort contre Easy. Le gars est encore là malgré ses 32 ans. Duplessis n'a pas affronté des combattants de ce calibre là. Il va quand même se retrouver face à Strickland ce week-end, il risque de sentir la différence. Maintenant il a quand même tapé Whittaker que beaucoup voyaient comme le numéro 2 des moyens derrière Easy, donc prudence. Mais perso, je vois quand même Sean Strickland s'imposer en faisant ce qu'il nous a montré, ce qu'il sait le mieux faire, occuper le centre de l'octogone et avancer sur son adversaire en mode rouleau compresseur pour finalement mettre KO Duplessis au 4e round, parce que je pense qu'il va le tenir un peu quand même. Bah écoute, moi je suis comme toi. Alors moi depuis le début, Duplessis, tous ses combats, je le vois perdant, tous ses combats il gagne, donc il me fait mentir à chaque fois. Mais je pense quand même que Sean Strickland est meilleur, maintenant tout est possible. C'est un combat je pense qui va être assez ouvert, alors on peut se taper un combat chiant finalement, les deux ultra prudents, je l'espère pas. Mais les deux sont assez imprévisibles, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On a David Dado qui me dit Baki n'avait pas encore assez de pression pour son prochain combat après avoir loupé la pesée, ce qui repousse le contrat à l'UFC. Il faut mettre Doumbé maintenant sérieusement, même si Baki a une chance, le moment est mal choisi, je ne comprends pas le choix de la team. Bonne chance aux deux combattants et j'espère que le combat se termine par une égalité. Bah écoute, ouais, Baki il a loupé sa pesée la dernière fois, beaucoup l'attendaient à l'UFC, alors ça c'est peut-être notre défaut de français de toujours vouloir mettre tout le monde à l'UFC, mais moi je suis comme toi, je me dis toujours, allez le gars s'il est bon, faut qu'il aille à l'UFC, faut qu'il aille chasser les gros noms. Maintenant je comprends l'opportunité de prendre Doumbé, franchement elle est énorme, comme je te disais, d'avoir ta tête à côté de la tête de Doumbé sur l'affiche Main Event, PFL Paris ça avait fait beaucoup de bruit la dernière fois. Je comprends le coup de pub, c'est risqué pour lui, hein. S'il se prend un KO comme Zebo, ça va être dur. C'est risqué pour Doumbé aussi de perdre contre un gars, comme je l'ai dit, qui mondialement n'est pas connu. Maintenant, écoute, le combat va avoir lieu, on va voir ce que ça donne. On a Daf Serein qui me dit « Je trouve juste que le fait que Ngannou passe devant tous les gars qui se sont cassés le cul en amateur et rien est un inconnu en boxe contre le Gypsy. Là, on connaît sa façon de boxer, même atypique. Jamais à un haut niveau, tu ne peux préparer un game plan et le Gypsy, c'est pas foulé. Sinon, c'est une belle histoire, mais d'un côté, il critique les injustices, mais quand lui en profite, ça ne lui pose pas de soucis. Est-il hypocrite ? Et il n'y a que l'argent qui compte et aucun cas les petits combattants. Alors là, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Alors après, il a eu l'opportunité, il y a été, Francis Ngannou, d'un côté. On aurait peut-être tous fait pareil, on se dit ouais, je suis au top du MMA, j'ai l'occasion d'aller en boxe, je vais pas me retaper une carrière amateur, etc. Après, je comprends ce que tu veux dire, t'as des boxeurs qui sont là depuis des années, qui charbonnent à fond pour essayer de se faire un nom et qui n'y arrivent pas, mais malheureusement, comme je te disais en réponse, la boxe, elle n'a pas attendu Francis Ngannou pour être un business impitoyable. C'est comme ça que ça marche en boxe, c'est le business des sports de combat. C'est pas juste pour les autres, mais Francis Ngannou, à sa place, je pense que j'aurais fait pareil. Christian Bouchard qui nous dit 8 victoires par décision. Là, tu parles de Evloev. Le genre de combattant auquel il ne devrait pas y avoir de title shot, ni un top 10, il a beau être invaincu, à la place de l'UFC, je ne signerai pas un nouveau contrat avec Evloev. Imaginez s'il devient champion un jour, comment l'économie de l'UFC va chuter. Il faut vendre, donner du spectacle, faire le show et définif. Bref, j'espère vraiment que Allen va gagner par KO au premier round. Alors comme je te répondais, je suis d'accord que c'est assez chiant à regarder, Evloev. Maintenant, il fait rien d'illégal. C'est un peu aux autres qu'ils ont qu'à être meilleurs, hein. C'est comme les gars qui critiquaient beaucoup Khabib. Ils disaient ouais, Khabib c'est chiant à regarder, il te met au sol. Ouais, mais les autres ont qu'à être meilleurs, les autres ont qu'à ne pas aller au sol, etc. etc. Après, bon, tu vois, s'ils ont un seul champion chiant et que c'est Evloev, l'UFC, bon, je pense que, ok, c'est chiant, ils vont vendre moins de pay-per-view, mais ils le mettront en co-main event, il aura jamais de main event de pay-per-view. Et voilà, après, il n'est pas encore champion. Je comprends ce que tu veux dire, c'est chiant à regarder, mais voilà, les autres n'ont qu'à le battre. Et écoutez, on a fait le tour de toute l'actualité pour aujourd'hui, de la minute auditeur. On a fini, c'était le dernier épisode de la semaine. Ce week-end, j'ai envie de mettre la pièce sur Sean Strickland. Je le rappelle, tous les vendredis, on fait un petit pari. On met 1 ou 2 euros, pas plus, sur 1 ou 2 combats de la carte. Et puis on voit à la fin de l'année à combien la cagnotte est rendue. Là, on est plutôt à l'équilibre. Moi, j'ai envie de mettre Sean Strickland. Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi pas Mike Malott aussi? Le truc, c'est que Mike Malott, il est contre Neil Magny. Et j'ai toujours peur des vétérans. Il y a toujours un moment où ils ont un sursaut sur la fin. Et ça pourrait être le combat contre Malott. Maintenant, il y a aussi de la pression sur Malott, on en a parlé hier. Donc moi, je vais plutôt y aller avec Strickland. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve lundi à 17 h. Passez un bon week-end. Salut!